la partie surrénale. Donc, comme toujours, on commence par un petit mot de physiologie. Donc, la surrénale, elle est située, comme son nom l'indique, au-dessus des reins. Donc, elle est composée de deux parties. La partie centrale qu'on appelle la médulo-surrénale qui sécrète les catéchobalamines et la partie périphérique qu'on appelle la cortico-surrénale qui est elle-même divisée en trois couches, en trois parties. On a la couche la plus externe qui est la zone glomérulée qui synthétise les minéralocorticoïdes, donc l'aldostérone essentiellement, et qui est sous le contrôle du système rénine-angiotensin, on le verra après. La zone centrale, qui est la zone la plus importante, la plus épaisse des trois zones, qui est la zone fasciculée qui sécrète les glucocorticoïdes, donc le cortisol, et qui est sous la dépendance de l'axe hypothalamo-hypophysaire. On va le voir aussi. Et puis, on a enfin la zone la plus interne, qui est la zone réticulée, qui va sécréter des androgènes. C'est des androgènes faibles qui vont être convertis en périphérie en androgènes qui ont une action un peu plus forte. Comment se fait la stéroïdogénèse au niveau des surrénales? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les hormones d'origine surrénalienne dérivent du cholestérol. Donc, il y a le cholestérol qui va être transformé en prégnénolone. Et puis, en fonction de la zone où on se trouve, ce prégnénolone va être transformé soit en aldostérone, au niveau de la couche la plus externe, la couche glomérulée, soit il va être transformé en cortisol. Et tout ça, ça dépend des enzymes qu'on retrouve dans différentes couches de la surrénale. Et enfin, dans la couche la plus interne, la couche réticulée, ce prégnénolone va être transformé en androgène. C'est grâce à différentes enzymes qu'on obtient les trois principaux types d'hormones surrénaliennes, c'est-à-dire les minéralocorticoïdes, les glucocorticoïdes et enfin les androgènes. Alors, pour ce qui est des actions physiologiques des hormones surrénaliennes, on commence par les glucocorticoïdes. Ils ont une action sur le métabolisme glucidique, ils ont un effet hyperglycémien. Donc, les corticoïdes ont un effet hyperglycémien, que ce soit les corticoïdes endogènes ou exogènes. Par quel mécanisme? Par augmentation de la néoglucogénèse hépatique, donc pour augmentation de la formation du glucose à partir de composés non glucosés, des acides aminés ou des lactates. Et deuxième action, c'est qu'on a une diminution de la captation périphérique du glucose. Donc, tout ça engendre une hyperglycémie. Sur le plan protidique, ils ont un effet catabolisant sur les protides et une diminution de synthèse des protides. D'ailleurs, on va voir quand on a un hypercortisolisme, les signes cliniques les plus importants, c'est ce qu'on appelle les signes d'hypercatabolisme protidique. Sur le plan lipidique, ils vont stimuler la lipolyse, donc on aura une libération d'acides gras dans la circulation générale. Et au niveau hépatique, ils vont stimuler la transformation de ces acides gras en triglycérides et en cholestérol. C'est pour ça que lorsqu'on a un syndrome de Cushing, on a une hypercholestérolémie, une dyslipidémie. Et puis, il faut savoir aussi que le cortisol stimule la différenciation des adipocides et de l'adipogénèse. C'est pour ça qu'on aura dans l'hypercortisolisme une obésité facio-tronculaire, on le verra plus tard. Sur le métabolisme osseux et calcique, le cortisol pouvait entraîner une ostéoporose. L'hypercortisolisme était l'une des étiologies de l'ostéoporose. Pourquoi? Parce qu'il va inhiber la formation osseuse et il va stimuler la résorption osseuse. Donc, sur le plan intestinal, il va diminuer l'absorption intestinale du calcium, mais par contre, il aura un effet stimulant sur l'élimination rénale du calcium. Donc, il diminue l'absorption intestinale, il augmente l'élimination rénale. C'est pour ça aussi que chez les patients qui sont sous corticoïdes sous forte dose, on doit les supplémenter en calcium. Pourquoi? Parce qu'on a un effet d'augmentation de l'élimination rénale du calcium sous l'effet des corticoïdes synthétiques. Sur le plan sanguin, donc on a une augmentation des PNL, des polynucléolytrophies. D'ailleurs, les patients qui sont sous corticoïdes sous forte dose, ils font souvent une hyperleucocytose à PNL, mais qui est modérée. Ils font souvent 12 à 13 000 de blanc, les patients qui sont sous corticoïdes à forte dose, et ils augmentent l'érythropoïèse et la thrombopoïèse. C'est pour ça qu'on a une thrombocytémie chez les patients sous corticoïdes. Donc, ils ont aussi un effet anti-inflammatoire en immunosuppressif. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, je vous les ai mis juste à titre indicatif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont un effet anti-inflammatoire et antisuppressif. D'ailleurs, c'est des actions qui sont utilisées à des fins thérapeutiques lorsqu'on utilise des corticoïdes à forte dose. C'est soit pour un effet anti-inflammatoire dans la maladie inflammatoire, ou soit pour un effet immunosuppresseur, ou les deux en même temps. Sur le plan cardiovasculaire, donc le cortisol à forte dose, il a une action sur la pression artérielle en augmentant la pression artérielle. D'ailleurs, on a dit aussi, on a parlé des HTA secondaires, on avait dit que l'hypercortisolisme, ou maladie de Cushing ou syndrome de Cushing, était une des étiologies des HTA
secondaires des HTA endocriniennes. Par quel mécanisme? Donc, le cortisol augmente la synthèse de l'angiotensinogène, il augmente la sensibilité vasculaire aux agents vasopresseurs et surtout, il augmente la réabsorption rénale du sodium lorsqu'il est administré à forte dose. Vous savez, je pense qu'on l'a déjà dit, que lorsque le cortisol est administré à forte dose, ou le cortisol existe au niveau sanguin à très forte dose, il a aussi un effet minéralocorticoïde. Donc, il va se fixer aussi sur les récepteurs de minéralocorticoïdes. Il aura un effet minéralocorticoïde. On va voir que l'effet minéralocorticoïde, c'est rétention d'eau et de sodium et élimination du potassium. D'ailleurs, voilà, on va le voir dans la 8e action, c'est qu'on voit ici sur le 2e point, que le cortisol augmente la natriurèse et il augmente aussi la kaliurèse. Pour les autres actions, donc sur le tube digestif, donc on aura une augmentation de la sécrétion d'acide gastrique, donc une augmentation des ulcères peptiques. C'est pour ça que chez les patients qui sont sous corticoïdes à forte dose, on est parfois amené à donner des pansements gastriques ou des inhibiteurs de la pompe à protons. Sur le plan de la croissance, il inhibe la croissance. On avait dit qu'il y avait des facteurs qui inhibaient la croissance et on peut parler des glucocorticoïdes qui inhibaient l'axe somatotrope. C'est pour ça que chez les enfants qui ont un hypercortisolisme qui soit endogène, c'est-à-dire parce que leur corps sécrète trop de cortisol, ou s'il est exogène, par exemple, c'est des enfants qui sont sous forte dose de corticoïdes pour une maladie ou une autre, pour syndrome néphrotique par exemple, c'est des enfants qui ont des retards de croissance, parce que le cortisol va inhiber l'axe somatotrope. Donc, sur le système nerveux, donc, ils traversent la barrière hématoméningée, donc ils ont des effets divers sur le système nerveux central. C'est pour ça que lorsqu'on a des hypercortisolismes, on a des états euphoriques ou des tendances dépressives, de même lorsqu'on a un déficit en cortisol. Sur la fonction thyroïdienne, les glucocorticoïdes inhibent la sécrétion de la TSH et on a parlé aussi de leur effet sur la conversion périphérique des hormones thyroïdiennes de la T4 en T3. On avait dit qu'ils inhibent la désiodase. Donc, le profil du patient qui est sous forte dose de corticoïdes, le profil du bilan thyroïdien, on peut avoir une TSH freinée, une TSH basse, mais ce n'est pas parce qu'il y a une hyperthyroïdie, c'est parce que l'axe thyrotrope est freiné par les glucocorticoïdes et on aura une inhibition de la conversion de la T4 en T3, donc on aura un taux de T4 qui est un petit peu élevé. Là aussi, ça peut être utilisé à but thérapeutique lorsqu'on a des hyperthyroïdies qu'on n'arrive pas à gérer sous traitement conventionnel. On peut donner de très fortes doses de glucocorticoïdes pour inhiber la conversion de la T4 en T3 et on a dit que c'est la T3 qui est l'hormone active, donc on aura moins d'hormones actives circulantes. Et sur la fonction gonadique, ils vont inhiber l'axe gonadotrope en inhibant la pulsatilité du GnRH. C'est pour ça que chez les patients qui ont un hypercortisolisme, qu'ils soient endogènes ou exogènes, on a des signes d'hypogonadisme, en particulier des troubles du cycle chez la femme. Donc ça, c'était les actions du cortisol, des glucocorticoïdes. On passe maintenant aux androgènes surrénaliens. Donc l'activité androgénique de ces androgènes surrénaliens, c'est-à-dire le delta-4-androstadione, le DHEA et le sulfate de DHEA, c'est une action qui est faible. Donc, c'est des androgènes d'action faible. Mais lorsqu'ils sont sécrétés en grande quantité, lorsqu'on a une pathologie qui entraîne une sécrétion de ces androgènes surrénaliens en grande quantité, une quantité supraphysiologique, ces androgènes surrénaliens vont être convertis en périphérie en androgènes plus actifs. Donc, chez l'homme, cette conversion des androgènes surrénaliens en androgènes actifs n'a pas d'effet sur le plan clinique. Pourquoi? Parce que ça ne va représenter que 5% des taux d'androgènes total. Donc, cliniquement, on n'a pas de répercussion sur le plan clinique. Par contre, chez la femme qui a des taux d'androgènes physiologiques qui sont très, très bas, lorsqu'on a des androgènes surrénaliens en grande quantité qui vont être convertis en androgènes puissants, c'est-à-dire la testostérone et la dihydrotestostérone, ils vont représenter plus de 50% des androgènes chez la femme. Et donc, on aura des effets sur le plan clinique, on aura des hyperandrogénies sur le plan clinique chez la femme lorsqu'on a une hypersécrétion d'androgènes surrénaliens. Donc, chez l'enfant, on aura des signes de virilisation qui peuvent se traduire par une puberté précoce. Quand on aura une hypersécrétion des androgènes surrénaliens, on peut avoir des signes de virilisation et on aura une puberté précoce, aussi bien chez la fille que chez le garçon. Pour ce qui est des minéralocorticoïdes, donc les minéralocorticoïdes, ils agissent essentiellement au niveau du rein en augmentant la réabsorption d'eau du sodium et en augmentant l'élimination du calcium. Donc le profil, on aura une HTA avec une hypokaliémie. Pour ce qui est de la régulation de ce système, ces sécrétions surrénaliennes, on commence d'abord par le cortisol. On avait dit, donc cette plaque on l'avait déjà vue, on avait dit que la sécrétion surrénalienne du cortisol était sous la dépendance de l'axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Donc, au niveau de l'hypothalamus, on a une sécrétion du CRH, c'est-à-dire le corticotropin releasing hormone, qui va agir au niveau de l'antihypophyse et stimuler la sécrétion d'ACTH. Donc, cet ACTH va aller stimuler les surrénales pour produire le cortisol, la zone fasciculée pour produire le cortisol. Ce cortisol va avoir une action au niveau des tissus périphériques et puis il va agir, on avait dit, par feedback négatif. Donc, quand on aura trop de cortisol au niveau périphérique, ça va inhiber l'axe hypothalamo-hypophysaire. Donc, ça va inhiber la sécrétion de la CTH et du CRH. Donc, logiquement, lorsqu'on a un taux de cortisol élevé, on aura une ACTH qui est freinée. De même que si on donne les corticoïdes exogènes. Les corticoïdes exogènes se fixent sur le même récepteur du cortisol. Donc, au niveau périphérique, ils auront les mêmes effets, c'est-à-dire hyperglycémiant, dyslipidémie, hypertenseur, etc. Et sur le plan central aussi, ils vont inhiber la sécrétion de l'ACTH. Donc, sur le plan biologique, on aura une ACTH qui est effondrée. On voit ici que parmi les facteurs stimulant la sécrétion du CRH, on a le stress. On va le voir d'ailleurs lorsqu'on a un stress qui est chronique, ça peut simuler un syndrome Cushing, ça peut simuler un hypercortisolisme, c'est ce qu'on appelle le pseudo-Cushing, parce que le stress stimule l'axe corticotrope. Et puis on a aussi l'hypoglycémie qui stimule l'axe corticotrope, et ça va être utilisé à but d'exploration. Je vous avais dit que parfois, les dosages statiques ne suffisaient pas à poser le diagnostic d'un déficit ou d'une hypersécrétion hormonale. Donc, quand on suspecte un déficit et qu'on n'arrive pas à le prouver par les dosages statiques, on est obligé de faire un test de stimulation. Si la glande est stimulée, c'est qu'il n'y a pas de déficit. Si la glande n'est pas stimulée, c'est qu'il y a un déficit. De même que si on suspecte une hypersécrétion, si les dosages statiques ne permettent pas de poser le diagnostic, on va faire des tests dynamiques et ce sera des tests de freination. On va essayer de freiner la sécrétion de cette hormone. Si elle ne se freine pas, c'est qu'il y a une pathologie. Donc ici, l'hypoglycémie, elle a un effet stimulant sur l'axe corticotrope. C'est pour ça qu'on va le voir que lorsqu'on suspecte parfois une insuffisance surrénalienne, surtout si elle est d'origine centrale, et qu'on n'arrive pas à la prouver par des dosages statiques, c'est-à-dire un dosage de cortisol seul, on va faire un test de stimulation. Et parmi les tests de stimulation utilisés, c'est le test à l'hypoglycémie. Pour ce qui est des androgènes surrénaliens, donc ils sont sous contrôle de la CTH hypophysaire. Cependant, les androgènes, contrairement au cortisol, n'exercent pas de feedback négatif sur la production de la CTH. Donc, lorsqu'on a des androgènes surrénaliens en excès, ils ne vont pas inhiber l'axe corticotrope. Donc, on a vu la sécrétion des glucocorticoïdes, on a vu la sécrétion des androgènes qui est sous l'action de la CTH mais qui n'exerce pas de feedback négatif. Et on va voir maintenant la régulation de la sécrétion de minéralocorticoïdes, c'est-à-dire de l'aldostérone. Donc, l'aldostérone, il n'est pas vraiment sous contrôle de la CTH. Le rôle de la CTH est très faible, voire négligeable dans la sécrétion de l'aldostérone. Par contre, cette sécrétion d'aldostérone est sous la dépendance du système rénine-angiotensine et du potassium. Pour ce qui est du système rénine-angiotensine, donc vous le savez que la rénine elle est produite par le rein. Donc, elle est, suite à la baisse de la pression artérielle, donc elle va transformer l'angiotensinogène qui est d'origine hépatique en angiotensine 1. Cette angiotensine 1 va être transformée en angiotensine 2 sous l'effet de l'enzyme de conversion. Et puis, cette angiotensine 2, elle va aller au niveau de la surrénale et elle va stimuler la sécrétion de l'aldostérone. Donc, on le voit sur cette plaque. Donc, on avait dit que l'angiotensinogène était sécrété par le foie, que lorsqu'on a une hypotension, le rein va produire de la rénine. Cette rénine va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. Ensuite, grâce à l'action de l'enzyme de conversion qui est sécrétée par le poumon, cette angiotensine 1 va se transformer en angiotensine 2 qui va aller au niveau de la surrénale, au niveau de la zone glomérulée, c'est-à-dire la zone la plus externe du cortex surrénalien, pour stimuler la sécrétion de l'aldostérone. Donc, cette aldostérone va aller au niveau du tube contourné distal et va stimuler l'absorption de l'eau et du sodium et l'élimination rénale du potassium. Alors ça, c'était le premier stimulant, c'était le système rénine-angiotensine. Le deuxième facteur stimulant, c'est le potassium. Donc l'hypercalémie va stimuler la sécrétion d'aldostérone pour augmenter l'élimination rénale du potassium. Et puis le contraire est vrai, quand on a une hypokaliémie, on aura une inhibition de la sécrétion de l'aldostérone. Pour ce qui est de la CTH, je vous ai dit, elle a un effet qui est faible, voire négligeable sur l'aldostérone.